Salut Sixtine, ça va? Ça va et toi? Super. Alors, tu as cofondé un média groupe qui s'appelle Le Crayon et aussi une agence Le Surligneur. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors en quelques mots, Le Crayon, c'est un groupe média de plus de 6 millions d'abonnés tout confondu. On a un gros média de débat qui s'appelle Le Crayon qui est devenu leader sur le domaine. En fait, le concept, c'est qu'on fait des gros débats de société. On reçoit tous les courants de pensée, tous les bords politiques. Et l'idée, c'est de mélanger des gens qui se seraient jamais rencontrés en temps normal. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on est constamment enfermés dans de nos propres bulles idéologiques. En fait, on trouvait ça hyper dangereux qu'au bout d'un moment, les gens ont qu'une seule réalité du spectre qui représente tout notre pays. Et on s'est dit qu'il fallait absolument avoir un média où quand tu regardes nos émissions, même si tu n'es pas d'accord avec l'avis de la personne qui est opposée à la tienne, au moins ça peut te permettre d'être beaucoup plus nuancé et d'avoir enfin des regards hyper différents sur ce que tu penses. Et comme on est quand même dans une démocratie, nous on est hyper obsédés par le fait de jouer en collectif, de réunir. Et on s'est dit que la meilleure manière de réunir les gens, c'est au travers du débat. Donc c'est comme ça que l'idée du projet a vraiment émergé à la base. On a racheté les Pépites de France, qui est le média leader sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France et de l'art de vivre à la française. On adore notre pays, donc il nous fallait enfin avoir un beau média qui puisse mettre ça en avant. Et donc après, forcément, on a développé en parallèle de tout ça une agence qui s'appelle Le Surligneur, qui est une agence qui fait 3 choses. Du personal branding, donc à la fois en relations presse et en développement sur les réseaux sociaux et principalement LinkedIn. De l'influence, des gros campagnes d'influence pour les groupes pour qu'ils puissent toucher les jeunes et mieux se sensibiliser à leurs enjeux. Et également de l'événementiel. Et le dernier, on appelle ça de la création de contenu ou même du média d'entreprise. Donc tu développes le média des entreprises. Et pour ceux qui ne connaissent pas le personal branding, c'est quoi? Pour moi, c'est la révolution de notre génération. J'estime que c'est l'une des choses les plus importantes à développer quand tu entreprends, mais pas forcément quand tu es entrepreneur. Quand tu as en tout cas un projet que tu cherches à développer, que ce soit dans le monde artistique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'entrepreneuriat, et qu'importe la thématique, c'est le fait juste d'exposer ta voix sur les réseaux sociaux pour qu'un maximum de gens puissent à la fois du coup beaucoup mieux comprendre ce que tu fais, beaucoup mieux comprendre le domaine dans lequel tu es. Donc non seulement ça te différencie beaucoup plus facilement de tes concurrents, mais surtout ça te permet d'apporter énormément de choses aux gens qui te suivent. Et le dernier truc que les gens oublient souvent, c'est que quand tu te développes sur les réseaux sociaux, tu as un peu une discipline de devoir constamment être très doué sur tes sujets, parce que sinon au bout d'un moment les gens se rendent vite compte que tu t'y connais pas. Donc en fait tu deviens un peu une éponge à contenu. Tu dois constamment toi-même apprendre plein de choses, et donc en fait tu vas te permettre de croître beaucoup plus vite. Donc c'est un peu une exigence que en fait pour moi beaucoup de gens devraient s'impliquer, parce que ça permet tellement plus vite de croître en tout cas. Tu as lancé ta boîte ultra tôt, quand tu avais 18-19 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer aussitôt, alors qu'en général à cet âge-là on fait des études supérieures ou on fait autre chose? J'avais beaucoup d'amis autour de moi qui pensaient pas du tout pareil en termes de politique. Et moi, j'adore la politique. Ça me passionne depuis que je suis toute petite. Et je me retrouvais même à débattre avec mes frères pendant les repas de famille. Et j'avais pas le choix de devoir très vite un petit peu m'impliquer dedans. Sinon, j'étais complètement à l'ouest pendant les repas de famille. Et en fait, je réalisais autour de moi que j'avais beaucoup d'amis qui se déchiraient et qui ne se comprenaient plus. En plus, c'était peu de temps après les Gilets jaunes, donc le pays commençait un petit peu à se fracturer. Tout ça parce qu'ils ne pensaient pas pareil sur certains sujets. Et moi, je voulais leur montrer que tu peux ne pas penser pareil sur plein de sujets. Ça ne t'empêche pas de pouvoir aller prendre une bière avec un pote, de pouvoir sortir avec quelqu'un que t'aimes, de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir même parfois débattre, et même des débats un peu houleux. Mais c'est ça, en fait, qui est génial. Et je voulais leur montrer qu'en fait, il peut y avoir un espace où tu peux ne pas être d'accord et en fait pouvoir échanger dessus et essayer de comprendre pourquoi l'autre pense comme ça. Parce que forcément que par rapport à là où on vient, comment on a été élevé, dans quel environnement on a grandi, forcément qu'on pense pas pareil sur les mêmes sujets. Et c'est même normal, c'est ça qui crée la diversité du pays. Et moi, je trouvais ça hyper important de pouvoir avoir un endroit où les gens peuvent en fait se rencontrer, échanger dans la bienveillance, dans le respect, et ça permet beaucoup mieux de comprendre pourquoi les autres pensent comme ça. Et donc c'est comme ça que le projet est né à la base, et puis ça a dû plaire à mon frère et à nos 2 autres associés, parce que ça s'est lancé assez vite après. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour passer d'un simple projet étudiant, donc quand on a 18-19 ans, à un groupe média aujourd'hui qui pèse 6 millions d'abonnés, avec plusieurs salariés, etc. Alors, il n'y a pas de recette magique, je dirais le travail énormément, et puis le fait dès que tu as une idée qui marche, en fait nous on a une grosse logique avec Le Crayon, c'est que dès qu'on a la moindre idée d'un projet qu'on veut développer, on l'A/B teste. C'est-à-dire qu'on le teste avec quasiment pas de moyens financiers, avec pas énormément de temps passé dessus, et on voit les premiers résultats que ça donne. Si c'est prometteur, là on a investi, on y passe du temps. Si ça l'est pas, on laisse tomber. Et en fait, Le Crayon a explosé très vite, mais aussi parce qu'on a dû, nous, passer tellement d'heures à vouloir comprendre comment fonctionnaient les réseaux sociaux, comment marchait YouTube, comment fonctionnaient exactement les codes de tout même cet écosystème-là. Et c'est quand on a compris ça qu'on l'a fait
fait sur nous-mêmes en tant que fondateurs. Et que là, on s'est dit, bah, ok, bah, alors si on est capable de le faire sur nous, qu'on l'a fait sur nos médias, bah, en fait, on est complètement capable de le faire sur les gens. Et c'est comme ça qu'en fait, a commencé nos services d'agence. Et donc, forcément, on s'est développé, on a recruté. Là, on est un peu une quarantaine maintenant dans la boîte, donc on s'est bien développé et on n'arrête pas de croître. Mais après, ça crée d'autres problèmes, des enjeux humains, des enjeux de recrutement. Mais c'est ça la croissance et c'est ça qui est génial. Et c'est quoi votre vision pour le crayon? Le crayon dans 10, 15, 20 ans, ça ressemble à quoi idéalement? C'est une très bonne question. J'espère être l'un des plus gros groupes médias de notre génération, gros groupe digital, hein, je précise. Et en vrai, non, la vérité, c'est que j'aimerais avoir beaucoup de médias qu'on développe sur des thématiques qui sont sous-exploitées. Un média, pourquoi pas dans la tech, dans l'écologie, qu'importe, on verra. Mais en tout cas, c'est de continuer à faire croître le groupe, à le développer. J'ai pas forcément de secrets ou d'enjeux spécifiques à dévoiler aujourd'hui sur le futur du crayon, juste en tout cas déjà de bien se structurer, de bien croître. Alors, le plus probable, c'est qu'on développe d'autres médias, effectivement, sur le digital. Et tu dis souvent qu'il faut pas hésiter à prendre la parole. Comment toi, tu as fait justement pour prendre la parole? Parce que tu disais qu'avant, tu étais timide, il me semble. Comment tu as fait pour dépasser ces peurs et réussir justement à le faire aussi bien? En fait, c'est cette classique phrase du fake it until you make it. Oui, forcément, quand je prenais la parole sur les réseaux sociaux à 20 ans, je n'avais aucune connaissance de rien sur les sujets que je traitais. Parce que forcément, à 20 ans, je veux bien, mais je n'avais pas non plus j'allais dire un background, désolé pour le mot anglais, mais j'avais pas de quoi pouvoir m'exprimer aussi facilement sur ces sujets-là. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé. J'ai bouffé un nombre de contenus, mais incalculable, où je suis vraiment devenue une éponge à contenu. Ce qui me permettait de comprendre plein de choses, de les apprendre et après de les réanalyser avec ce que moi je vivais au quotidien en tant qu'entrepreneuse. Et après, au fur et à mesure, je suis entre guillemets devenue ce que je disais être il y a quelques années. Mais forcément, au début, tu n'as pas le choix de publier du contenu qui n'est pas forcément très poussé ou qui peut être ou que tu as appris des États-Unis ou que tu as appris sur YouTube. Et c'est OK, c'est-à-dire que personne ne te demande de réinventer la roue, c'est-à-dire que c'est normal. En revanche, ce qui est important, c'est de le mettre à ta propre patte, à ta propre sauce, parce que les gens ont envie de comprendre comment toi tu fais, parce qu'eux, ils peuvent s'identifier à toi. S'identifier à quelqu'un qui a déjà tellement bien réussi, c'est impossible, c'est illogique, c'est même impensable en fait quand on y réfléchit. Et c'est de leur montrer que si moi, en tant que jeune femme à 20 ans, j'ai pu le faire, non seulement n'importe qui peut le faire, mais n'importe quelle femme peut le faire aussi. Et ça, c'était important pour moi. Alors, le thème de cette édition, c'est la vérité. Sixtine, c'est quoi ta vision de la vérité? C'est une bonne question. Pour moi, la vérité, c'est utopique. Pourquoi c'est utopique? Parce que déjà, c'est ce que j'ai remarqué avec le crayon, chacun a sa propre définition de la vérité. C'est comme chacun a sa propre définition de la neutralité. Et en fait, c'est là où tu réalises que c'est hyper compliqué, c'est que j'ai vu des gens affirmer des choses, mais ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient, donc ils étaient convaincus de leur propre vérité, et qui parfois, ça pouvait s'avérer être fausse. Et c'est là où je me suis dit, en fait, la vérité, c'est pas tellement les paroles, c'est vraiment les actes, en fait, parce que l'acte permet de te constater si un fait est réel ou pas. Des belles paroles, c'est impossible, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas une vérité absolue, mais il y a des vérités. Et ça, c'est important de l'accepter et de le comprendre parce que c'est comme ça que ça nous concerne tous. On a tous nos propres vérités et personne n'a la même vérité absolue. Alors, sauf peut-être pour savoir que si on ne boit pas d'eau, on meurt. Mais en tout cas, pour des sujets un peu plus complexes, il n'y a pas qu'une seule vérité. Merci, Sixtine. Merci à toi.